nous allons démarrer la séance de ce soir. Donc moi je suis Gilles Garel, je suis professeur titulaire de la chaire de gestion d'innovation du CNAM et je coordonne avec Pascal Hurtel, qui n'est malheureusement pas là ce soir, ce cycle. L'administratrice générale Bénédicte Fauvar-Cocosson ne peut malheureusement pas nous rejoindre pour des raisons ferroviaires. Elle a dû modifier son agenda de ce soir. Alors on est au milieu de la séance informatique, du mois sur l'informatique, et nous allons suivre ce soir, compté par un grand expert, l'histoire de la carte à puce, qui est une aventure à la fois française et mondiale, qui va nous amener à vivre et à revivre la révolution du paiement et de la communication sécurisée, en passant par plein de phases très différentes. Dans la présentation que Pierre Paradinas avait proposée, il était question de la télécarte, de la carte à mémoire, de la carte à microprocesseur, et puis de tous les usages extrêmement variés et qui se dématérialisent de plus en plus. Et notre collègue rappelait que c'est plus de 100 milliards de cartes qui ont été produites depuis la seule année 2014. Alors, cette innovation qui a changé la face du monde dans la relation entre les personnes et les systèmes sécurisés, eh bien pour en parler, on accueille Pierre Paradinas, qui est professeur du CNAM, titulaire de la chaire Système embarqué, qui a été pendant longtemps président de la Société française d'informatique et qui est l'un des animateurs les plus actifs de la communauté qui, en France, milite pour l'avènement et la création d'un musée de l'informatique. On a le fantastique musée des arts et métiers, on a un musée des mathématiques depuis peu, un musée de l'économique depuis encore plus peu, mais on n'a pas encore de musée de l'informatique. Et puis je voulais aussi le remercier pour nous avoir aidé au CNAM à coordonner ce cycle de séminaires sur la thématique de l'informatique. Le format est le même que d'habitude, que tous les trois derniers jeudis de chaque mois, à peu près 1 heure de présentation, 1 demi-heure d'échange à bâton rompu, on termine à 19h30. Merci encore et bon séminaire. Ok, donc merci Gilles pour cette introduction. Je prends la suite d'Oana et je vais rebondir sur les mots sur lesquels Oana a terminé. Elle disait qu'on était plein d'enthousiasme. Eh bien, les informaticiens, alors je pense qu'on est, comme tous les autres scientifiques, on est tous plein d'enthousiasme. Et en fait, ce qui est aussi amusant si vous suivez tous ces jeudis soirs, vous verrez que l'informatique est présente partout, puisque la conférence d'ouverture faite par un mathématicien s'appuyait sur un objet informatique. Et puis dans les conférences qui viennent, vous verrez, il y a encore, je crois que c'est une biologiste, qui s'appuie encore sur un objet du musée qui lui-même est un objet informatique. Donc un de mes collègues, informaticien et aussi un peu philosophe, dit que autant le XXe siècle, le langage des sciences, c'était les maths, le langage commun entre toutes les disciplines, c'était les maths. Ben, j'ai envie de dire aujourd'hui, au XXIe siècle, le nouveau langage utilisé par l'ensemble des scientifiques, je pense que c'est probablement devenu l'informatique. Alors, bon, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Gilles, donc je suis prof ici, je fais le régional de l'étape. J'ai rejoint le CNAM en 2003. J'ai rejoint le CNAM en 2003 après avoir connu un autre monde, puisque je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des cartes à puce et qui était leader mondial de ce domaine-là. Et en fait, j'avais rejoint assez tôt cette entreprise, puisque au moment où je l'avais rejoint, on était à peine 200 salariés qui tenaient dans un garage pour entretenir le mythe du garage. Et avant ça, j'avais fait une thèse sur l'application, l'utilisation de la carte à puce dans le domaine de la santé. Donc c'est une technologie
que j'ai un petit peu côtoyé dans ma vie professionnelle, à différentes positions et responsabilités. Et puis j'ai rejoint cette maison, le CNAM, tout en allant faire un petit tour à l'Institut national de recherche en informatique, donc à l'INRIA, en tentant l'aventure aussi de la start-up, bien évidemment. Et je suis en train de partir tout doucement aussi, tout en travaillant au CNAM, à l'Agence nationale pour la recherche, sur les nouveaux outils d'organisation de la recherche, etc., ce qu'on appelle les PEPA. Alors, de quoi je suis parti? Alors moi, j'ai un peu triché, parce que normalement, on nous a expliqué qu'on n'avait qu'un seul objet à prendre au musée. Donc j'ai pris qu'un seul objet. Donc j'ai pris l'objet qui est en haut à droite, que vous avez tous, je pense, un jour utilisé dans votre vie. Donc c'est ce qu'on appelle une télécarte, ou c'est une carte avec une puce, ou une carte à mémoire. Si vous regardez bien l'objet, en fait pas tellement l'objet, oui l'objet carte, vous voyez que sur la droite, il y a un appareil, un dispositif, et en fait c'est le télégraphe de Chappe qui fêtait ses 150 ou 200 ans, je ne sais plus, 150 ans je crois, qui est aussi un objet qu'on trouve au musée. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre deux objets, donc une télécarte, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais de prendre aussi ce télégraphe de Chappe qui servira de clin d'œil au milieu de l'exposé, puisqu'on verra que ce même télégraphe fait un écho à la technologie de la carte à puce. Alors, souvent on nous pose cette question à propos de la carte à puce. Qui est-ce qui a inventé la carte à puce? Est-ce que c'est un inventeur? On pose rarement la question, est-ce que c'est une inventrice? Alors je ne sais pas si je vais essayer de donner une réponse à cette question. Pour certains, elle pourra même paraître politiquement incorrecte. Pour d'autres, elle ne fera que remettre les choses à leur place. Alors, si on s'intéresse à cette technologie-là, les seules traces qu'on trouve encore à peu près aujourd'hui, puisqu'on est au milieu des années 70, les seules traces qu'on trouve, c'est plutôt des brevets. Et puis les brevets dans l'industrie, c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment un truc de macho, quoi. Hein. Plus on en a, plus ils sont importants, plus ils sont gros, plus on peut faire payer les autres. Et on joue avec ces objets-là. Donc si on fouille, donc tout le monde a reconnu le brevet de monsieur Harimura, où il est question, et on y reviendra, d'authentifier, d'identifier des objets, des personnes ou des services. Parce que ce qui est important, c'est si on donne un service ou si on donne de l'argent à quelqu'un, c'est de savoir qui c'est ce quelqu'un, quoi. Donc oui, au Japon, il y avait déjà des gens qui s'interrogeaient sur ce genre de choses, avec un objet vaguement, vous voyez, en forme de carte, en forme de petit rectangle, au format de la carte de crédit que vous connaissez bien, quoi. Alors, il y a les Japonais, mais il y a aussi nos amis allemands. Quand on avait fait au Musée des Arts et Métiers une exposition sur la carte à puce autour de 2015, j'avais eu l'occasion de rencontrer des Allemands qui m'avaient dit mais bien évidemment, c'est nous qui avons inventé la carte à puce, c'est Jürgen Detloff, c'est pas les personnes qu'on va voir après. Donc, si vous discutez avec des Allemands, ils vous expliqueront que les Français ne sont pas inventés grand-chose, c'est puisque c'est eux qui l'ont fait, et on verra, on reparlera de nos amis les Allemands un petit peu plus loin dans l'exposé. Alors après, bien évidemment, il y a aussi nos amis les Américains, qui font aussi des objets. Puis on voyait, bon, alors bien évidemment, il y a l'électronique, on est au milieu des années 70, donc c'est l'explosion de l'électronique. Et puis, en même temps qu'il y a l'électronique, il y a besoin de le transporter, il y a besoin de le porter, mais on sait aussi qu'il y a besoin d'interagir avec l'électronique. Et donc on voit qu'on s'interroge sur comment on va communiquer avec ce petit bout de plastique avec de l'électronique dedans. Et donc ils ont des propositions dans ce style-là. Alors, bon, ça c'est ce qui s'est passé un petit peu à l'étranger, puis il y en a plein, des brevets. Et puis après, oui, la France.
Donc les Français aussi s'y sont mis, alors avec deux personnages, un qui est assez connu, qui est celui du dessus, donc qui s'appelle Roland Moreno, un qui est beaucoup moins connu, qui est en dessous, qui s'appelle Michel Hugon, qui travaillait chez Bull CP8. Alors, ces deux messieurs, alors, Roland Moreno est très connu, vous l'avez vu dans un film, vous avez vu ces objets dans un film avec Lino Ventura qui s'occupe d'une jeune fille qui était la fille de son ami, qui avait été plutôt quelqu'un de pas trop fréquentable. Et ce jeune homme joue avec un petit oiseau mécanique dans une cage, et le Gugus qui a fabriqué l'objet mécanique, l'oiseau mécanique, c'est Roland Moreno. Donc c'est un monsieur très rigolo, très sympa, comme disait un collègue, c'est aussi un bon client pour la presse. Et donc, souvent, il passe pour l'inventeur de la carte à puce en France. Et c'est vrai, il a déposé des brevets en 1974. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Ça fait 50 ans. Et puis, il y a aussi notre ami Michel Hugon, qui est beaucoup moins connu et qui a déposé un brevet dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Malheureusement, ces deux personnes sont décédées. Alors, ces histoires de brevets, c'est une vraie bagarre, hein. Je vous en ai listé quelques-uns. Et puis derrière ces brevets, si on les analyse d'un point de vue technique, on voit qu'il y a une structuration déjà entre deux types de cartes, ce qu'on va appeler donc des cartes à mémoire, donc avec Roland Moreno, et c'est plutôt sur la gauche. Et puis une carte à microprocesseur, donc microprocesseur dit programme, donc dit intelligence, capacité de calcul. Donc ça va nous faire deux familles de brevets qu'on voit plutôt dans la partie haute, donc dans la partie des branches ou du tronc de l'arbre qui est là. Et en fait, en même temps qu'il y a ces deux branches nécessaires, donc les cartes à mémoire et les cartes à microprocesseur, on a en dessous d'autres brevets et d'autres technologies qui sont nécessaires à la construction de la carte et de l'industrie dont on va reparler. Alors, il y a toutes sortes de choses. Bien évidemment, j'en ai un tout petit peu parlé, il y a de la microélectronique, donc il y a des composants électroniques qui vont constituer le moteur ou la mémoire de l'objet. Mais un composant électronique, il faut le brancher et il faut le relier à à des systèmes de contact, des choses comme ça. Donc en gros, tout ça, c'est des fils. Et puis tout ce composant électronique plus les fils, il va falloir les mettre et les embarquer dans une carte, dans un bout de plastique. Ça s'appelle du micro-packaging. Voilà. Et je vous donnerai un chiffre tout à l'heure, et vous verrez à quel point le micro-packaging est quelque chose d'important dans cette technologie-là. Après, il y a deux autres industries, deux autres technologies. Donc il y a ce qu'on appelle l'impression fiduciaire. Donc les gens qui fabriquent des billets, les gens qui fabriquent des chéquiers, ils savent ce que c'est que de fabriquer, faire tourner des rotatives ou faire tourner des machines d'impression pour fabriquer des éléments qui sont quelque part de l'argent, puisqu'un billet, ça correspond à de l'argent, et quand on va utiliser une carte pour du paiement, ça correspond aussi à de l'argent. Et donc il y a des contraintes. N'importe qui ne peut pas faire marcher les machines le soir pour fabriquer des cartes et puis les mettre dans ses poches et puis partir. Non, ça doit être fait de manière sérieusement. Et donc là aussi, on va retrouver des industriels de ce type-là. Et après, il y a deux choses importantes. La cryptographie, parce qu'effectivement, il va falloir faire des preuves d'une identité ou des preuves du fait qu'on dispose de tel ou tel montant dans une carte. Et puis tout ça, ça marche en fait que s'il y a de l'informatique. Et pourquoi il y a de l'informatique ? Parce qu'il faut faire tourner le microprocesseur, et pour faire tourner un microprocesseur, il faut des operating systems, il faut des applications, et j'y reviendrai plus tard. Alors, voilà donc un peu le paysage. Alors, le premier brevet, donc 1974, il y a 50 ans, donc c'est Roland Moreno. Et en fait, c'est le brevet qui supporte ce qu'on appelle une carte à mémoire, donc une carte qui va mémoriser un compteur ou qui va mémoriser une valeur.
D'ailleurs, si on lit bien avec attention son brevet, il y a des esquisses de cartes sans contact qui seront utilisées plus tard. Alors, Roland Moreno, dans son garage, il n'arrivait pas à faire construire des choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, j'y reviendrai, la Direction générale des télécoms s'est adressée aux fabricants de silicium et leur a dit, concevez-moi un circuit électronique qui me permette de compter des unités dans les cabines téléphoniques. Et donc, ils leur ont envoyé un document qui fait une quinzaine de pages. Et si vous avez le temps, si ça vous intéresse, tout est extrêmement bien décrit sur cette première page. On est au début des années 80, il n'y a pas de traitement de texte, on voit que ça a été tapé à la machine par un secrétariat. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette carte? Il y a ce que vous avez connu si vous avez utilisé des télécartes pour téléphoner. En gros, il y a une mémoire dans laquelle on va dire que c'est une carte qui appartient au télécom, et puis dans laquelle il va y avoir 5, 50 ou 120 unités, c'était le choix qui était fait par France Télécom à l'époque. Ça marche relativement bien, on en fabriquera des centaines de millions, voire même des milliards. C'est quand même un petit peu faible parce que une carte qui mémorise simplement, qui reste 35 unités, si vous regardez ce qui se passe entre la carte et le terminal, c'est facile de comprendre ce qui se passe. Et si c'est facile de comprendre ce qui se passe, c'est facile de faire un objet qui refait exactement la même chose. Et donc, pour complexifier la situation, France Télécom et les industriels ont complexifié les choses et fait des cartes un petit peu plus évoluées qui rendaient l'échange aléatoire, ce qui fait que fabriquer une carte devenait encore plus difficile. Le problème de ces cartes-là, c'est que c'est simplement une carte qui mémorise une valeur, qui mémorise un compteur. On sait. Donc c'est un petit peu statique, c'est pas très évolutif, et puis c'est pas très malin, quoi. Donc en gros, alors que si on veut réfléchir à une carte de paiement, on aimerait bien qu'il y ait des choses qui puissent être faites par le porteur, ou qu'il y ait des choses qui puissent être faites par l'émetteur de la carte, par la banque ou par le commerçant. Donc on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour pouvoir réaliser ça, en fait on va devoir disposer d'un objet qui va être intelligent, qui va avoir un comportement qui est programmé, un comportement qui est inscrit à l'intérieur de l'objet lui-même et que ce soit l'objet qui contrôle ce qui se passe avec le monde extérieur. Ça, c'est l'idée de Michel Hugon, qui apparaît un petit peu plus tard, puisque lui, son brevet, il est de 1978, où il va breveter le fait de mettre dans un seul et même composant électronique une mémoire qui va être à disposition de la carte, mais qui va être, de la carte ou du microprocesseur de la carte, qui va être complètement contrôlée par le microprocesseur. Donc, c'est une mémoire dans laquelle on pourra aller lire des choses, mais uniquement si on est autorisé à le faire. Ça va être une carte qui va vérifier que celui qui est en train d'écrire quelque chose, il a le droit d'écrire et que ce n'est pas quelqu'un qui tente de faire une opération malhonnête. Donc, c'est l'essentiel de son brevet, qui est un des brevets fondateurs. Alors, donc il fait son brevet en 78 et la première implémentation ou réalisation de son brevet, elle ne respectera pas un des termes de son brevet, puisque dans son... Ah ouais, je ne l'ai pas écrit. Bon. Un des termes du brevet, c'est dire que c'est monolithique, donc c'est dans un seul bloc de silicium. Et très vite, si vous regardez la photo de cette carte à microprocesseur, vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'un seul bloc de silicium, mais il y a 2 blocs de silicium. Avec d'un côté une mémoire de marque Intel de référence 2716 et en face un microprocesseur Motorola d'ailleurs. Alors pourquoi c'est important cette notion de monolithique? Tout simplement,
vous pouvez aller voir la maison Intel et lui dire, est-ce que vous pouvez me vendre des cartes, des composants de mémoire 2716? Oui, pas de problème. Et puis on va vous donner aussi la spécification, c'est-à-dire en fait comment ça marche, quoi. Ben, si vous avez la spécification et le comment ça marche, ben, c'est pas très dur de vous mettre entre les deux mémoires, entre les deux composants, et de regarder ce qui passe entre la mémoire et le microprocesseur. Et donc, si vous faites ça, ben, en fin de compte, vous n'allez rien pouvoir cacher dans la mémoire. Vous n'allez rien contrôler au niveau du microprocesseur. Et donc, il a fallu attendre un petit peu plus d'années. Donc là, on a mis 2-3 ans, parce que d'un point de vue silicium, c'était un peu compliqué. Ça paraît tout simple quand je vous l'explique comme ça, mais les gens du silicium, ils pourraient vous en parler pendant des heures. Et donc, ils attendent un petit peu, et puis ils réussissent à faire un premier composant avec une société américaine, d'ailleurs encore avec Motorola. Et là, effectivement, vous voyez, on est dans le même substrat de silicium. Donc, on a bien respecté la contrainte monolithique du composant. Donc là, il n'y a plus moyen d'aller descendre des probes, descendre des outils qui vont permettre d'aller lire ce qui se passe dans les mémoires. Donc là, on ne peut plus rentrer dedans. Alors, j'adore dire ça à mes étudiants, mais je peux vous le dire aussi à vous, parce que ça doit vous parler. Je ne me suis pas trompé dans les chiffres que j'ai écrits à gauche. Hein, d'accord? Même si avec l'âge, je pourrais, mais non. Il y avait 36 octets de RAM, il y avait 1,6 kilo-octet pour le programme, et il y avait 1 kilo-octet pour les données. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, vous avez raison, c'est pas beaucoup. Alors, je vous rappelle que on est en 80, donc ils ont mis du temps, tout ça. 3 ans après, moi j'utilisais des cartes comme ça pour faire une application carte santé. Et pas un truc de labo, un truc où on en a distribué 10 000, je suis allé voir les médecins, etc., etc. Alors à chaque fois qu'on expliquait la carte aux médecins, aux patients, tout ça, c'est bien votre truc, mais 1000 caractères, c'est pas beaucoup. Ah, ils avaient raison, c'était pas beaucoup. Parce qu'à peu près, on s'arrangeait pour mettre à peu près 1000 caractères. Et puis après, on allait aller revoir 3 mois après ou 6 mois après pour faire un retour sur la façon dont on avait distribué les trucs. Alors là, ils avaient plein de questions. Mais il n'y avait plus de questions sur la taille. Parce qu'en fait, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour faire une carte santé. D'ailleurs, on n'a toujours pas de carte santé en France. On a toujours des problèmes aussi avec le DMP, puisqu'il n'y a pas vraiment non plus de dossier médical partagé. Ou s'il y en a, ils sont partagés avec Microsoft et c'est quelque part un petit peu gênant. Alors, pour ceux qui connaissent le silicium, au jour d'aujourd'hui, on a multiplié par beaucoup, peut-être pas loin du million. Donc il y a beaucoup plus de ressources, mais ça reste réduit. Il y a un truc qui reste aussi constant, qui ne peut pas grandir, c'est la surface possible du composant. Donc on a multiplié par 2 tous les 2 ans le nombre de composants qu'on pouvait mettre, mais la surface du composant, elle reste, parce que une carte à puce, c'est quelque chose qui est souple, que vous mettez dans votre poche derrière, et du silicium, si c'est trop grand, ça fait clac, et c'est foutu, ça claque. Donc c'est parti, et puis ce petit composant, il est caché derrière les contacts que vous voyez en haut à droite, quoi. Alors, c'est parti, on a toute la techno qui va bien au début des années 80, et il n'y a plus qu'à inventer des choses. Il n'y a plus qu'à inventer des choses. Alors, ce matin, j'étais aux Archives nationales du monde du travail et j'ai trouvé un courrier du PDG de Bull. Alors, je ne sais plus si c'était Stern ou Lorenz à l'époque, je ne me rappelle pas, je n'ai pas noté, mais j'ai fait la photo si ça vous intéresse, qui recevait un courrier de Gilbert Trigano, le PDG du Club Med. Et à l'époque, en France, il voulait faire une exposition universelle en 1989. Et il y a 3 pages d'applications possibles de la carte à puce appliquée à l'exposition universelle. Donc ça fusionnait de partout. C'était terrible. Alors, à quoi ça pouvait bien servir? Ça pouvait servir à des choses comme ça. Alors, pour tous ceux qui connaissent, ou pas d'ailleurs, le romancier René Barjavel, qui faisait des romans de science-fiction,
Dans un de ses romans, qui s'appelle La Nuit des temps, il y a cette phrase, puis elle revient 2-3 fois dans le roman. Et en gros, quand vous lisez cette phrase, bah, ça vous décrit un système de paiement centralisé, électronique. Et puis, le dispositif électronique, il est dans une bague, quoi. Bon, puis un peu plus loin dans le roman, il explique aussi un système de contrôle de gestion des identités, avec des dispositifs électroniques. En général, relativement centralisé, mais bon, voilà. Donc c'est assez rigolo, donc tout le monde aime bien cette phrase, la reprend partout. Et puis si vous, juste pour faire un peu de polémique, si vous demandez à Roland Moreno, ouais, mais t'avais pas lu le roman de Barjavel? Non, j'ai jamais lu le roman de Barjavel. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Parce que ça aurait pu embêter son brevet, en fait. Et qu'est-ce qu'on trouve à gauche? Un espèce de fatras électronique. Et qu'est-ce que c'est que ce fatras électronique? Si vous regardez bien, bah, ça vient en fait du premier prototype de carte à puce de Roland Moreno. Et puis vous voyez qu'il y a une bague dedans. Vous voyez qu'il est à l'envers. Il y avait qu'une bagouze qui est retournée, et puis en dessous la bague, il a mis un petit composant électronique, quoi, comme il en disposait à l'époque. Bon, alors bien évidemment, hein, tout le monde a compris que ça ne pouvait pas marcher un truc comme ça, hein, parce que... Non mais, d'un point de vue électronique, d'un point de vue concept, si ça marche, mais ce qui ne marche pas, c'est les contacts du composant électronique. Vous les rentrez 1 fois, 2 fois, 3 fois du dispositif, et à la 4e fois, les broches partent en travers et ça marche. C'est en ça que ça ne marche pas. Alors ce qui est rigolo, c'est que juste à côté, il y a encore une bague. On est 20 ans plus tard, on est en 1996, j'en reparlerai après. On va faire rentrer beaucoup de logiciels dans les cartes à puce, et on va faire rentrer Java. Et les Américains, avec leur bague toujours très discrète, bah en fait, ils ont fait une bague dans laquelle ils ont mis un composant de carte à puce. Je trouvais ça rigolo, 20 ans après, 20-25 ans après, où on retombe sur le même objet. Alors, ce composant sur la bague américaine, vous le connaissez tous, hein, vous l'utilisez peut-être pour rentrer dans votre copro, ou vous avez vu des gens qui utilisaient ça. Alors, il y a toujours eu un problème avec ce qu'on appelle le form factor. Où est-ce qu'on met la puce? Avec des tentatives, hein, le brevet américain, et puis ça c'est une carte de, je crois que c'est une carte de bulle. Et puis même vous avez connu ces problèmes de facteurs de forme. Aujourd'hui, toutes les cartes que vous utilisez sont plutôt comme la carte de gauche, donc avec une puce qui est plutôt basse, alors qu'en fait les premières qu'on a tous connues, qui étaient avec le magnifique rond de bulle CP8, étaient plutôt un peu en haut, quoi. Alors on va faire un sondage, interrogation écrite. À votre avis, quelle est la meilleure position d'un point de vue mécanique? Est-ce que c'est la position de gauche ou la position de droite? Enfin, pour vous, c'est le contraire. Est-ce que c'est la droite ou c'est la gauche? Bon, je dirais rien sur les... Vous pensez que c'est la droite? Ouais. Eh ben non. Je dirais pas que c'est politique, mais non. Bon, non, c'est pas en fait, c'est la mauvaise position. C'est pas une bonne position mécaniquement, parce que quand vous faites une flexion ou une torsion sur la carte, l'endroit où ça va avoir le plus d'impact, c'est au milieu. Donc la meilleure position, c'est celle qui est en haut à gauche, dite position française, parce qu'on est meilleur que les autres, mais qu'on n'a pas pu garder, parce que nos amis les Japonais, ils avaient mis des pistes magnétiques sur l'avant de la carte, et si on mettait la puce en haut, ça venait dans la piste magnétique des Japonais, et comme quand on fait des standards, on ne peut pas se mettre à dos certains pays, on a préféré baisser la même si ce n'est pas la meilleure solution technique. C'est la vie. Alors, naissance d'une industrie, oui. Donc on a tout, hein, on a les brevets, on a les idées, on a plein de trucs. Comment on fait démarrer ce truc-là? Alors d'un côté, il y avait à l'époque pas d'opérateur télécom. Il y avait un seul opérateur télécom, donc c'était la DGT, la Direction Générale des Télécoms, qui habitait à Bercy. Enfin, c'était pas Bercy à l'époque, je pense, mais au ministère des Finances. Donc voilà. Et en fait, eux, ils avaient un souci, c'est que il y avait 150 à 170 000 cabines à travers la France. Elles étaient souvent cassées, parce que les gens, il y a des gens qui voulaient récupérer de l'argent dedans, étaient vandalisés. Et puis,
pour gérer de l'argent, dans 170 000 communes, enfin 170 000 cabines, vous imaginez que ça pèse. Donc en gros, ils manipulaient des tonnes d'argent, des tonnes de francs, des tonnes. Et bon, bah, quand vous faites disparaître 100 kilos, ça ne se voit pas. Hein. Ben ouais. Donc ils avaient ce problème-là. Et donc, ils savaient qu'il y avait cette idée de carte à puce dans laquelle on allait mettre de la monnaie et tout. On pouvait mettre des unités. Donc ils se sont dit, bah voilà, allons-y, bon sang, mais c'est bien sûr. Et puis bah, ça va mettre un certain temps. Et donc France Télécom va faire une mutation de la gestion des cabines par pièce en gestion avec des cabines dans lesquelles il va y avoir des cartes et qu'on va pouvoir compter les jetons. Donc ça tombait bien, puisqu'en France, il y avait le plan calcul, et que de manière parallèle au plan calcul, il y avait un plan pour aider l'électronique, dans lequel s'est engouffré des émanations qui deviendront SGS Thomson. Donc, ils ont pu envoyer la spécification que je vous ai montrée tout à l'heure de la carte à mémoire, et SGS Thomson a fabriqué les puces qui allaient bien, et puis ils se sont appuyés sur deux industriels qui avaient pignon sur rue. Bull, c'était facile, hein, juste pour encore un peu politiquement incorrect. Hein. Bull, ministère de l'Industrie, les télécoms, on voit bien la filiation. Vous avez fait quoi? J'ai fait l'X Télécom, ouais, pas de problème. Donc, tout ça, ça a marché bien. Donc, Bull s'est retrouvé dans les acteurs. Et puis, il y avait aussi Schlumberger. Pourquoi Schlum? Parce que Schlumberger, ils avaient aussi acheté du silicium, Fairchild. Donc, ils savaient un peu ce que c'était que le silicone. Et ils savaient aussi compter les unités. Ils faisaient les cabines déjà. Puis, ils font aussi les pompes à essence. Donc, c'est des gens qui savent compter les unités. Et puis, c'est des vrais industriels, quoi. Et bien, c'est parti. Le trio, donc France Télécom, le client, ceux qui fabriquent l'électronique SGS Thomson, et puis ceux qui fabriquent les cartes, Schlum et Bull CP8. Alors, pour tout ça, pour que ça marche, faut pas que parce que quand même ils sont un peu intelligents tous ces gens-là. Puis les Allemands, ils faisaient à peu près la même chose. Puis bon, la Poste française, enfin la Direction générale des télécoms et son homologue allemand, il n'y en avait qu'un aussi, hein, la Deutsche Bundespost, il faisait à peu près pareil, quoi. Et en fait, il faisait pareil tout en se tirant la bourre. Donc on avait l'équipe française, SGS, Schlum, DGT, puis en face on avait Siemens, Giesecke und Devrient et Deutsche Bundespost. Et bien évidemment, pour que ça marche bien, il fallait aller dans d'autres pays pour qu'il y ait du volume, quoi. Parce que s'il y a du volume, c'est moins cher, ça j'y reviendrai. Et donc en fait, les deux solutions se tiraient la bourre à l'étranger. Donc ils se retrouvaient dans les pays en Amérique du Sud, en Italie et partout. Voilà. Et donc c'est parti, quoi. Donc au moment où la société GM+ se crée, année 1989, il y a cette année-là 100 millions de cartes qui sont fabriquées, quoi. Et c'est parti, enfin, ça va tout le temps monter avec des chiffres qui sont là et qui sont assez impressionnants, quoi. Alors, donc ça c'est la route de la télécarte, mais en parallèle de ça, il y avait quand même Bull CP8 et les banquiers, puis un peu Schlum et les autres, qui travaillaient à construire une solution bancaire. Donc en 1984 ou 1985, le groupement des cartes bancaires, carte bleue, a lancé un appel d'offres en disant voilà, nous on veut une carte qui réponde à telle et telle spécification. Et donc il y aura une carte bancaire qui sera construite sur la technologie de Bull CP8, un appel d'offres des banques, et puis une commande de 16 millions de cartes pour l'année 88. Donc vous voyez déjà, hein, 16 millions de cartes pour les 2-3 ans, 86, 7, 8, 9, alors que de l'autre côté, en télécarte, ils avaient déjà vendu 100 millions de cartes, quoi. Donc, ça permet de comprendre pourquoi la carte bancaire elle va mettre du temps à décoller, surtout que les autres pays n'en veulent pas.
Les Américains, ils n'en veulent pas. Ça ne sert à rien, les cartes à puce pour les Américains. Parce que le téléphone ne coûte rien aux États-Unis. Et donc, quand vous payez une bière ou un coca à $1, il téléphone à votre banque pour savoir s'il y a de l'argent sur votre carte. Et puis la banque dit ouais, et puis hop. Donc, il n'y a pas besoin d'une puce pour contrôler que c'est bien vous et machin, on s'en fiche. Donc ça, les banquiers français, ils ont eu un peu de mal à comprendre quand même. Et puis, la seule façon qu'ils avaient de vendre la carte à puce, c'était de dire ouais, c'est un truc, ça fait de la sécurité en plus. Ouais, sauf que personne ne veut payer la sécurité. D'accord. Peut-être qu'on pouvait faire autre chose avec. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. C'est peut-être pas toujours celui des autres. Et puis après, il faut que ça devienne international. Donc on attendra un petit peu le milieu des années 90 pour qu'il y ait une norme internationale qui s'appelle EMV, pour European Mastercard Visa, qui fera une norme internationale. Et cette même carte, EMV, elle ne finira par être déployée qu'au tout début, vers les années 2005-2006. À un moment donné, parce que EMV a dit, bon ok, vous pouvez ne pas utiliser EMV, mais si vous n'utilisez pas EMV, c'est vous, la banque, qui allez être responsable des litiges et des fraudes. À ce moment-là, ils ont dit, bon, peut-être qu'on va s'y mettre. Donc tout ça, vous le retrouvez, tous ces chiffres, vous le retrouvez en ligne. Alors, donc la télécarte avance, pouf, ça déroule. Hop. En parallèle de ça, la carte bancaire, c'est pas top. Et puis à la fin des années 80, il y a des gens, des télécoms un peu scandinaves, et puis d'un truc qui s'appelle l'ETSI, donc l'European Telecommunication Standard Institute, qui disent on aimerait bien réfléchir à une nouvelle façon de téléphoner. Alors ça donne quoi? Ça donne que les gens y pensent, ils se disent ouais, en fait on va faire des téléphones, et les téléphones ils vont être à poste. Et l'idée c'était, vous arrivez dans une chambre d'hôtel, pouf, il y a un téléphone qui permet de téléphoner partout. Vous êtes dans un taxi, hop, dans le taxi, il y a un téléphone, donc un machin qui est à peu près gros comme ça, quoi, une boîte à chaussures, quoi. Et en fait, vous avez votre carte, et quand vous arrivez dans le taxi, crac, vous mettez votre carte dans le taxi, et hop, vous pouvez téléphoner. Vous sortez du taxi, vous mettez la carte dans votre poche, j'arrive à la chambre d'hôtel, crac, touf, vous pouvez téléphoner. C'est l'idée de la carte SIM, Subscriber Identification Module, donc c'est en fait votre carte téléphonique. Pardon, non, je me suis trompé. C'est votre ligne téléphonique, c'est votre abonnement. Hop. Donc la carte, c'est l'abonnement. C'est, on parle en français, je ne sais pas comment on dirait, mais en anglais, on dit c'est le follow me. C'est-à-dire que l'abonnement téléphonique, ce n'est pas le téléphone, aux grandes dames des fabricants de téléphones. L'abonnement et l'abonné, le lien avec l'abonné, c'est la carte. Alors on reviendra sur cette histoire de lien entre l'abonné et un objet. Ah, pardon. Et j'ai ressorti le télégramme de Chappe. Puisqu'effectivement, le télégraphe de Chappe, c'était quoi? C'était pouvoir communiquer sans fil, à distance, avec des personnes. Donc, petit clin d'œil, j'ai failli oublier l'objet. Alors, si on regarde ce qui se passe dans l'industrie, donc on a télécarte, carte bancaire, pouf pouf, qui avance doucement, et puis le GSM qui commence à arriver, quoi. En face de ça, il y a deux pays qui performent bien, donc nos amis les Allemands, et d'un autre côté, les Français. Et en face, il y a plein de pays qui essaient de comment dire, en Espagne, il y a la fabrication des Moneta qui construit une usine, parce qu'ils disent, nous, on va faire nos télécartes à nous, quoi. Alors après, ils achètent des modules à Thomson ou à Siemens, et pareil en Italie, puis pareil en Chine, etc., etc. Et au final, si vous regardez le résultat des courses, le résultat des courses, 20, 30, 40 ans après, c'est deux grosses boîtes qui fabriquent des cartes dans le monde, en Europe, et en fait, c'est des boîtes françaises, d'origine française. Donc on a bien gagné là. Donc la première, c'est Idemia, qui est issue de
fusion, réacquisition, machin, etc. Et puis l'autre, c'est Thales DIS, donc c'est pas une filiale, c'est une business division, enfin une business unit de Thales, qui est le résultat de l'achat de Gemalto, qui lui-même était la fusion de Gem Plus et de Schlumberger, qui est rentré dans Thales. Donc c'est des grosses boîtes, hein. Thales, c'est 15 000, Thales DIS, c'est 15 000 personnes, Idemia, c'est à peu près aussi 15 000 personnes, quoi. Sans oublier une boîte qui s'appelle Ingenico, que vous ne connaissez pas, mais faites attention la prochaine fois que vous payez sur un terminal de paiement, chez votre commerçant favori. Regardez bien la marque du terminal, il y a une chance sur deux que ce soit un terminal Ingenico. Et Ingenico, ils sont à côté de Birakem, hein. C'est une boîte fondée par des Français, etc. etc. Donc on s'en est relativement bien tiré, et pareil, hein, en Allemagne, il y a toujours une boîte qui s'appelle Giesecke de Vriend et qui est présente. Et c'est là qu'on retrouve les technologies que j'évoquais au départ. Si vous regardez Delarue, Auberture, François-Charles Auberture, c'est des gens qui viennent du fiduciaire. Ils savent faire des chéquiers, ils savent faire des billets, ils savent faire des cartes d'identité, ils savent faire des papiers. Si vous allez voir Giesecke de Vriend en Allemagne, c'est pareil. C'est des champions de l'imprimerie fiduciaire. C'est des gens qui connaissent ou qui comprennent le silicium. J'aime plus et un peu Fairchild. Donc on trouve cette filiation-là. Alors, c'est quoi les défis technologiques de cette industrie? Alors, le premier, c'est le volume. Alors, juste pour passer... donc je vais regarder quelques défis. Donc premier défi, le volume. Alors j'ai mis quelques chiffres. Donc vous avez les années et à côté vous avez le volume en millions d'unités. Donc si vous prenez la dernière ligne, en 2020 il s'est fait 9 milliards 540 millions d'objets Secure Element. Ça permet de 10 milliards. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'objets électroniques qui soient fabriqués à raison de 9 milliards par an. Enfin, si vous en connaissez un, ça m'intéresse parce que... Voilà. Alors, bon, tout ça, ça vient de Eurosmart, qui est la voix de l'industrie. Avec quelques chiffres, pour vous donner une idée, hein, dans les 9 milliards, il y en a 4,5 qui vont dans les téléphones. Et il y en a 3,250 qui vont pour faire des cartes de paiement. Le reste après, c'est des petites applications pour faire de la télévision, faire des passeports, enfin des trucs à 100 millions quoi, seulement. Et puis il y a des cartes à contact, donc il y a des puces, puis il y a aussi des cartes qui sont sans contact avec un éclatement. Alors ça, ce volume, c'est quelque chose d'important. Alors, supposons que vous fassiez, si vous faites 10 milliards de cartes, et que sur chaque carte, vous gagnez 1 centime, parce que le bout de fil, ou la quantité de colle, ou la quantité de couches de passivation, vous en mettez un petit peu moins, vous gagnez 1 centime. Alors c'est dur de gagner 1 centime, hein, parce que ça vaut entre 1 et 2 $. Enfin, 1 et 2 €. Pardon. Pendant que je bois, vous pouvez faire le calcul. Si vous gagnez 1 centime par position, ça fait 100 millions. Et comme dirait mon patron, tu vois, tu prends les 100 millions, tu les mets, pouf, en bas à droite. C'est direct sur la ligne BNF. Donc vous imaginez, hein, un autre chiffre impressionnant, quand moi je travaillais chez Gem Plus au milieu des années 90, je me faisais engueuler tous les ans parce que j'avais 40 à 50% de budget en plus tous les ans, et je me faisais engueuler parce que je faisais jamais mon budget. Enfin, faire mon budget, ça veut dire dépenser tout. Je n'y arrivais jamais. Mais ce qu'il faut voir, en parallèle de ça, il y avait mes copains qui faisaient tourner les usines. Les prix des cartes baissaient de 30 à 40% tous les ans. Et indépendamment de ça, la boîte faisait 30 à 40% de croissance par an.
Donc vous voyez, c'est une bague. Ouais, c'est. Ouais. Croissance à 2 chiffres. Pour finir à 2 milliards, à 1 milliard en 2000, quand on a commencé à 50, faut y aller. Et c'était. Enfin, bon, c'est vrai que c'est des boîtes de fous, mais c'était extrêmement impressionnant. Parce que les prix se cassaient, enfin, les prix tombaient comme ça. Et puis en même temps, il fallait augmenter comment dire, pour pouvoir faire de la croissance, il fallait augmenter les volumes. Et donc, bien évidemment, les gens qui faisaient du packaging, c'était des champions. Pas que chez nous, hein, chez tous les industriels, parce qu'il fallait gagner du centime. Au début de la télécarte, je me souviens de comment dire, France Télécom qui a beaucoup aidé. Hein. À une époque où le prix d'une télécarte vendue par GM+, était à 5 francs, un jour, on a eu un contrat de France Télécom, de la DGT, excusez-moi, un contrat de la DGT de 20 millions pour passer les prix de 5 à 3. Quand vous faites 50 ou 100 millions de cartes par an, c'était vachement malin de la part de France Télécom, enfin de la DGT, de nous faire un contrat de 20 millions. Parce qu'il suffisait de vendre, il suffisait d'une année pour récupérer ces 20 millions. Donc il y avait un vrai jeu de la part de France Télécom, DGT, pour enfoncer les prix. Alors, donc, bataille des volumes. L'autre bataille, c'était la bataille sur les OS, donc les operating systems. Donc en gros, si on peut faire un parallèle, la bataille entre Windows, Linux, Apple, toute proportion gardée. Alors, le premier OS connu, c'était celui de Bull, puisque c'était la carte qui répondait à la demande du GIE carte bancaire, et puis il n'y avait que ça. D'ailleurs, à l'époque, on ne disait pas une carte à microprocesseur ou une carte à puce, on disait une carte CP8. Alors, quand on était concurrent de Bull, ça énervait. Mais en fait, c'est comme Frigidaire, quoi. C'était devenu une carte à microprocesseur, c'était une carte CP8, quoi. Bon, au final, ils ont perdu, ils ont été absorbés par d'autres, mais c'est pour montrer l'importance de Bull et l'importance des masques. Alors, tous les constructeurs, donc Schlumberger, Sligos, Philips, tout ça, tout le monde avait son petit OS. Bien évidemment, l'OS qu'on avait fait était meilleur que celui des autres. Hein. Ça, c'est normal. Mais bon, ils étaient vraiment pas terribles, ces OS. C'était des OS mono-application. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une relation entre la carte, le porteur et l'émetteur. Donc, l'émetteur étant celui d'une application. Et ça a duré à peu près la première moitié des années 90. Et là, on a tous fait des OS multi-applications. Donc on avait des directories, des machins très riches, etc., etc. Sauf que quand vous alliez voir un banquier en lui disant, voilà, on va faire une carte multi-applicative avec une banque, puis une autre banque. Ah, ça commençait à poser un problème là. Moi, je vais faire une carte avec une autre banque. C'est quoi le logo sur la carte? Ah, et puis en plus, on va faire venir les télécoms sur la... Non, mais on veut rigoler là. Donc en gros, nous, on faisait des super trucs dans les labos de R&D des entreprises, multi-applicatifs, machin, tout ça. Et en fait, ça ne marchait pas. Parce qu'au final, qui est-ce qui est responsable de la carte? Qui est-ce qui a son logo sur la carte? Il n'y en a qu'un. Donc on s'est un peu tous plantés là-dedans. Après, on a fait des cartes rigolotes, avec des bases de données, qu'on pouvait programmer en BASIC, parce que tout le monde faisait du BASIC à l'époque. Donc il y avait une effervescence technique. Puis il y avait c'est une industrie qui avait, je sais pas, 50%, 40% de croissance. Donc on pouvait faire des trucs rigolos, ça pouvait marcher, comme ça pouvait ne pas marcher. Mais on avait un problème quand même. C'est que ces cartes, elles avaient un ensemble de fonctions qui étaient fixées au moment de la fabrication. Et on ne pouvait pas les faire évoluer. Alors, des fois, c'est bien de pouvoir faire évoluer si on a oublié quelque chose, si on a fait un bug, déjà, ça c'est bien. Et puis surtout, on ne pouvait pas rajouter des services. Quand elle est dans votre portefeuille, c'est fini, quoi. Elle ne bougeait plus. Et là, on avait tous un problème parce qu'on ne savait pas faire. On ne savait pas rajouter des choses dans une carte.
quand je dis des choses, des nouvelles fonctionnalités, parce que ça posait des gros problèmes de sécurité, c'est très difficile à faire. On avait tous des idées pour de le faire, mais personne ne gagnait, puisque on était des industries très, comment dire, on se connaissait tous, mais on ne se parlait pas. On se disait rien, on n'avait pas travaillé ensemble. C'était un peu la guerre, quoi. Et en fait, cette idée de dynamicité, cette idée de rajouter des fonctions, ça, tout le monde en voulait, quoi. Et puis, grâce à Schlumberger, et à malheureusement quelqu'un qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle Bertrand Ducastel, qui, en fait, est allé voir les Johnson en disant « c'est pas mal votre truc Java, là, parce qu'on peut déplacer des applets, on pourrait mettre ça dans les cartes, ce serait génial. » Donc là, les Johnson, ils ont dit « vous prenez la porte, hein, parce qu'on ne touche pas à Java. » Puis en fin de compte, ils n'ont pas lâché, et ils sont repassés par la fenêtre, et ils ont réussi quand même à mettre Java dans les cartes. Et ça a été vraiment un gros bouleversement. Donc on est en 96-97, pour plein de choses. D'abord parce que ça a permis de faire des cartes qui devenaient ouvertes, des cartes qui étaient des logiciels qui étaient interopérables entre Schlumberger, GM+, Bull CP8. Donc déjà, ça nous bousculait tous dans notre, dans notre fort intérieur, dans notre façon de bosser. Et puis surtout, ça a permis aussi à la profession de dire, voilà, maintenant on va travailler ensemble, puis vous verrez un petit peu plus tard pourquoi, pour se protéger d'un certain nombre d'autres choses, et on s'est auto-organisé. Donc on s'est auto-organisé à travers un truc qui s'appelle le Java Card Forum, où on a décidé de comment on allait bosser ensemble les cartes. Alors je vois que le temps tourne, je vais avancer un peu. Pardon, pas dans ce sens-là, parce que sinon on avance. Non, pas dans ce sens-là, sinon on n'avancera pas. Alors, et fin des années 90, c'est toutes les technologies, comme tout l'IT, s'intéresse à la carte. On est tous allés chez IBM, on est tous allés chez HP, on est tous allés chez DEC. Et il y avait une frousse assez importante des industriels français, Schlum, Bull, qui étaient en train de presque disparaître, GM+, et les autres. Comment ils vont nous bouffer, quoi? Parce que pour eux, ça pouvait être intéressant, parce que c'est le point d'accès, en fait. C'est le point d'accès sécurisé. Et donc, on était tous un petit peu pétochards par rapport à ça. Même Microsoft s'y essayait, qui a tenté de faire ses propres cartes, Windows for Smart Card, .NET Card. Alors tout ça, ça n'a pas vraiment marché. C'est Java qui a gagné. Microsoft a jeté l'éponge. Les gros industriels, HP, tout ça, ils n'ont pas fait de raid contre cette industrie-là. Ils l'ont laissé faire. Microsoft a bien pris soin de faire ce qu'il fallait pour intégrer la carte, mais on va dire dans ses drivers de bas niveau pour qu'on puisse connecter une carte sur un PC, que ce soit transparent, et c'est relativement bien fait. Mais il n'y a pas eu de mainmise de l'industrie des technologies de l'information sur la carte. Par contre, je pense que la carte a joué très fin, parce qu'en fait la carte, elle a réussi à pousser dans l'industrie du PC, ou des technologies de l'information, ou dans l'industrie du mobile, un certain nombre de ces contextes, de ces réussites technologiques. C'est-à-dire, en fait, un mariage entre du matériel et du logiciel. Et si vous... Alors, il faut descendre un petit peu dans la technique. Si vous allez voir ce qui se passe dans un PC et que si vous vous intéressez à savoir comment ce PC il peut être mis en œuvre pour faire de la sécurité, d'avoir un haut niveau de sécurité, vous allez vous rendre compte que dans tous vos PC, il y a un truc qui s'appelle un TPM, donc un Trusted Platform Module, donc quelque chose qui contient des secrets qui sont cachés dans du matériel. Tout ça, ça ressemble quand même plus ou moins à une smart card, une carte à microprocesseur. Et comme par hasard, les gens qui fabriquent ces TPM, c'est les mêmes qui fabriquent les puces pour les cartes à puces. Oui, donc il y a vraiment un lien. Et puis dans les mobiles, et on va y revenir tout à l'heure, on a aussi poussé
a été poussée la notion de TE, donc Trusted Execution Environment. Donc pareil, comment on fait exécuter des choses à partir d'environnements qui sont sécurisés. Alors, il y a eu dans cette industrie un très très gros travail pour fabriquer des logiciels, parce que qui allaient dans ces puces. C'est quoi la caractéristique de ces objets? Ça veut dire que le jour où vous la distribuez, il ne faut pas qu'il y ait de bugs, il ne faut pas que ça soit buggé. Parce que si c'est buggé, non seulement vous devez les remplacer, mais quid de ce que ça permet de faire ou ce que ça permet d'obtenir derrière. Donc il y a eu un travail en termes de qualité et de sûreté du logiciel extrêmement impressionnant. Dans le monde de la technologie de l'information, il y a ce qu'on appelle des critères communs. Donc, c'est des critères qui permettent d'évaluer le niveau d'assurance d'un produit en termes de sécurité informatique. Il y a à peu près 1800 produits qui sont certifiés actuellement dans le monde. Sur ces 1800 produits, il y en a 600 qui viennent du monde de la carte. Donc, ça vous donne une idée de l'investissement qu'a fait l'industrie de la carte pour avoir une qualité extrêmement importante. Alors, c'est aussi un moyen d'éviter les petits producteurs locaux. Parce que quand vous voulez avoir un produit pour faire une carte d'identité, vous devez avoir un niveau de sécurité très haut. Et quand vous avez un niveau de sécurité très haut, le coût du logiciel est extrêmement important. Donc énormément d'investissements. Un autre petit truc rigolo, le rapport au silicium. C'est une industrie qui n'a jamais... alors, au tout début de l'industrie, même s'il y a des gens qui venaient du silicium, jamais cette industrie n'a fait ses propres chips, ses propres puces. Par contre, en 2005, la donne a changé. Il y a 2 startups qui se sont montées, donc Nvidia et Starchip, et ils ont conçu des puces pour chip, des puces pour carte microprocesseurs. Et en fait, aujourd'hui, ces 2 boîtes ont été rachetés par les 2 leaders, donc Idemia et Thales. Et je suis à peu près certain qu'en Allemagne, ils ont fait pareil. Et l'explication, elle est simple. C'est les coûts, contrôle de la chaîne complète. Et puis, au lieu de payer 2-3 centimes de royalties aux gens qui fabriquent le cœur du processeur, vous les gardez pour vous, les 3 centimes. Alors, la carte aujourd'hui et demain, je m'approche de la fin et de ma conclusion. Alors, la carte aujourd'hui, elle continue à être un petit peu un outil qui supporte des nouveaux services et à être rempli d'innovation, même si ça a mis du temps pour sortir, mais il y a des cartes avec des écrans pour remplacer le petit code que vous avez derrière votre carte qui est toujours le même. C'est pas bon quand c'est statique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des cartes qui vous permettent de vérifier votre empreinte. Donc vous n'avez plus à taper votre code secret, 1, 2, 3, 4. Vous utilisez votre empreinte digitale. Donc si on vous vole la carte, on n'a pas le code secret, puisque le code secret, c'est votre empreinte digitale. Et puis, le module carte, on peut le retrouver dans plein d'autres dispositifs. Il y a un exemple avec une carte avec une clé USB qui permet de stocker des avoirs cryptographiques par une société française qui s'appelle Ledger. Donc ça, c'est une première chose qui est importante aujourd'hui. Alors, il y a aussi des dangers pour la carte. Donc Google, par exemple, propose des solutions où ils estiment qu'on n'a pas besoin d'un bout de silicium avec un logiciel qui va bien avec pour faire de la sécurité. Et donc il dit venez chez moi, moi je vous fais des cartes, virtuelles. Donc ça, oui, c'est quelque part des dangers pour cette industrie. Alors, si vous avez bien regardé les chiffres, vous voyez quelque part, je vous ai parlé de croissance à 2 chiffres. Cette croissance à 2 chiffres, elle a un peu disparu. Donc aujourd'hui, ça monte plus vraiment beaucoup. Ça monte plus vraiment beaucoup parce qu'en fait, il y a quelque chose. Alors, la carte SIM, elle a commencé à ce format-là, dans les gros téléphones. Puis plus ça a été, plus elle a fini
toute petite. Maintenant, la carte, elle fait le format juste de la puce dans vos téléphones. Et en fait, ce qui est en train de se passer, alors vous avez peut-être entendu parler avec la société Apple, qui aux États-Unis a fait disparaître les cartes SIM. Parce qu'en fait, ils vont directement embarquer la carte SIM sur la carte électronique du téléphone. Donc c'est ce qu'on appelle l'embedded SIM. Et l'étape d'après, ça va être même de carrément le mettre à l'intérieur d'autres composants. Donc ça aussi, c'est quelque part des dangers pour les industries qu'on évoquait, enfin l'industrie que j'évoquais actuellement. Et quelque part, ça je pense que c'est une victoire qu'a eu Apple, c'est-à-dire que tous les fabricants jusque 2015 de téléphones auraient voulu avoir le lien privilégié avec l'utilisateur. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment réussi. Les opérateurs ont toujours réussi à garder la distance. Là, ils semblent un peu l'avoir perdu. Néanmoins, derrière, il faut quand même gérer les abonnements, il faut quand même gérer les abonnés. Et donc, il y a encore de la marge de service, de la marge de produit pour ces industriels-là. À droite, vous avez le nombre de cartes, enfin, qui ne sont pas des cartes, puisque c'est des embedded SIM, qui ont été mises sur le marché. Donc c'est quand même des sommes qui sont relativement importantes et avec des croissances qui sont extrêmement larges. Voilà. Et tout ça, ça va se terminer dans du service et puis dans un changement de rapport. C'est-à-dire que maintenant, vous achetez votre téléphone et sur votre téléphone, quand vous l'allumez, en France, ça donnera, vous pouvez choisir entre Orange, Bouygues, Free et SFR. Voilà. Puis après, il doit y avoir aussi un truc option pour tout ce qui est NVMO, enfin les opérateurs virtuels mobiles. Voilà, donc c'est une industrie qui est en train de changer, qui va changer. C'est normal, hein. Si elle ne changeait pas, elle serait déjà morte. Donc elle va changer et elle continuera à changer. Voilà, j'en ai terminé pour donner un peu de temps aux questions. Le temps des questions. Merci beaucoup Pierre pour cette saga. On en aura une autre la semaine prochaine. J'en dirai un mot à 19h30 quand on terminera. Des questions à Pierre qui a vécu l'aventure de l'intérieur, qui ne se contente pas de l'analyse de l'extérieur. Ouais. Et donc ici, ce sont les titulaires de chaire qui passent les micros, comme vous le voyez. « 30 à 40% de croissance par an, il faut la financer. D'où venaient les investissements? C'était de l'autofinancement avec les profits monstrueux que vous faisiez ou vous aviez des sponsors en France et ailleurs? Chez Schlum, je pense que chez Schlumberger, chez Schlum, c'était facile parce que c'est un gros industriel, donc ils pouvaient assumer. Après, quand ils se sont séparés quand Schlumberger Card System s'est séparé et qu'il a mis Axalto sur le marché, je pense qu'ils sont autofinancés parce que il y avait des belles marges quand même. Hein. Il y a eu de l'autofinancement et puis je pense qu'il y a eu aussi des appels comme ils étaient sur le marché aux capitaux. Je pense aussi que quand tu vas voir ton banquier, que tu dis que tu fais 30% de croissance, machin, on te prête de l'argent. Chez GM+, ça a tout le temps été de la croissance, des croissances, comment on appelle ça, quelque part organique, autofinancée, avec de temps en temps des emprunts. Il y a eu des JV, donc des joint ventures à l'étranger, c'est-à-dire que au tout début, les gens, ils ont essayé de faire leurs propres usines, donc en Italie, en Espagne, et en Allemagne aussi, je ne sais plus les noms, et très vite, ils se cassaient la figure. Parce qu'en gros, ils achetaient les modules chez SGS Thomson, qui est devenu aujourd'hui ST Micro, chez Siemens, Infineon. Mais en fait, c'est pas parce que tu achètes des modules que tu sais faire des cartes, quoi.
même si déjà faire un module, tu gagnes de l'argent sur le module, mais même après coller les puces, les gens ne savaient pas. Enfin, tu sais le faire, mais tu vas avoir 2-3% de déchets, de manque de qualité, alors que nous, on était à zéro quelque chose, quoi. Donc, je veux dire, ils tiennent pas. Puis après, derrière, ils ne peuvent pas investir, ils n'ont pas de volume. Enfin bon, il y a les cours d'apprentissage et tout ça. Donc, c'était plutôt comme ça. Alors, à la fin des années 2000, juste avant les années 2000, on était tous conscients qu'il fallait qu'on aille vers le logiciel. Donc, alors je ne sais plus si c'est Schloom ou si c'est Axalto, ils se sont payés SEMA. Et c'était pas petit, hein, SEMA, c'était, c'était, je sais pas, 10, 20 000 personnes. Parce que il y avait le mythe de la salle, Marc Lassus appelait ça le mythe de la salle de bain. Tu vois, on commence par faire un petit rasoir Bic. Bon, c'est les images de Marc Lassus, mais on commence par faire le rasoir Bic, puis après on te fait la salle de bain. Et en fait, on était persuadés qu'il fallait qu'on aille derrière. Et ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, pour gérer les plateformes qui vont... ils avaient raison, mais un petit peu 10 ans en avance. Alors, Schloom s'est cassé la figure. C'est-à-dire que 3 ans après, 4 ans après, ils revendent SEMA. J'aime plus, nous on était bien meilleurs qu'eux. Nous, on ne va pas faire comme ça, on va faire en croissance, enfin, on va créer l'activité software et on va embaucher à tour de bras. Moi, je me souviens, j'avais un projet de start-up à l'intérieur de J'aime Plus. On dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est moi qu'il faut filer. Enfin, tu vois, tout le monde essayait d'y aller. On a embauché des centaines de personnes. En 2000, on a embauché 2000. Alors, je ne sais plus, il y a un chiffre comme ça qui c'est. Ouais, on a fait plein de croissance, puis en 2000, on a licencié 2000 personnes. Donc tous les deux se sont cassés la binette parce qu'on ne savait pas faire. Enfin, tu vois, chacun, on ne savait pas faire, et je pense en plus qu'il y a eu aussi une petite crise en 2000. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avril 2000, ça se casse la figure, quoi. Voilà. Alors après, il y a aussi l'affaire J'aime Plus, où à un moment donné, J'aime Plus fait rentrer Texas Pacific Group dans son capital. Ce qui vaudra, J'aime Plus, de faire la une des Échos, la une d'un certain nombre de journaux. On peut passer une demi-heure sur ce sujet-là. En fin de compte, ce fric-là, il a jamais... Enfin, à la fin, Texas, il est reparti avec son fric, quoi. Quand tu regardes, sur un temps long, après, il y a des gens qui te disent que le fric était planqué, etc., qu'on ne pouvait pas l'utiliser, mais il n'y a pas eu besoin de gros apports... quoi. Et prise de contrôle. Non, il faut que tu prennes le micro parce que c'est enregistré. Mais monopolise pas. Est-ce que le fait d'avoir des fournisseurs a aidé? Non, je vais continuer dans le politiquement incorrect. C'est pas moi qui dis ça, c'est aussi les fondateurs J'aime Plus qui disaient ça. Par les banquiers français, les fondateurs de J'aime Plus étaient considérés comme des cow-boys, parce que certains avaient fait une partie de leur carrière aux États-Unis, ou au moins à l'étranger. Je peux te donner les noms, hein, je les connais bien tous. Et les banquiers français étaient quand même un petit peu dans une dynamique, avec quelque part une forme d'entre-soi. On avait ce qu'il fallait avec la techno, la techno qui émergeait, donc c'était celle de Bull. Et ils avaient une vision un petit peu, je dirais, française, franco-française, quoi. Et donc ça n'a pas spécialement aidé. D'ailleurs, dans les capitaux de J'aime Plus, c'est du capital risque au départ, plutôt anglais. Il y a BBQ, alors je pourrais retrouver les noms, mais il y avait BBQ, il n'y avait pas de... Il y a eu un peu du Crédit Lyonnais. Il y avait un peu du Crédit Lyonnais dans les actionnaires J'aime Plus, mais c'était pas... je pense que tu vas retrouver... Alors, tu vas retrouver dans J'aime Plus, dans Thales DIS aujourd'hui, avant que ça rentre chez Thales, il y avait
ou je dirais 10-15% qui étaient à la BPI. Donc là, on a retrouvé l'État, bras armé du financement. Mais c'est parce qu'en fait, Gemalto, à un moment donné, a cherché à sortir les Américains, TPG, Texas Pacific Group, TPG, Texas Pacific Group, ils ont cherché à les sortir et c'est là qu'est rentré, alors peut-être des banques, mais aussi la BPI, ça c'est sûr. Et au moment où ils sont partis vers Thales, ils ont eu le choix entre, ils ont dû avoir un petit passage à vide, bon, je ne connais pas toute l'histoire, mais ils ont eu un passage à vide, ils ont failli aller chez Atos, et voilà, bon. Et ça ne s'est pas fait. Bon, après, moi, je n'étais pas dans le bureau de Thierry Breton, parce que c'était Thierry Breton, je n'étais pas dans le bureau de Thierry Breton quand ça s'est fait, mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait avec Breton, ça s'est fait avec Thales. Enfin, Breton... Une question de Gilbert Saporta. Oui, Pierre. On paye de plus en plus maintenant par téléphone. Donc, quelles conséquences pour la production et l'industrie de la carte à puce? En Chine, on n'utilise plus les cartes. Ouais. On ne paye que par téléphone. Et les jeunes, maintenant, ils payent presque tous avec leur téléphone. Alors, oui, je pense qu'à terme, ça va le... Bon, je ne suis pas un spécialiste de ce marché-là, hein, mais oui, à terme, ça le fait disparaître, mais ça va être beaucoup de temps. Regarde un truc, enfin, dans les chiffres, je te dis, il y a 4,6 milliards de cartes de téléphone. Enfin, qui est-ce qui change sa carte de téléphone tous les ans ici? Personne. Ah, pardon, si, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Voilà, il y a une personne sur 50. Tu vois. Et tu te dis, mais où est-ce qu'elles sont, ces 4,6 milliards, toi? Ouais, donc ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. De la même façon que pour remplacer les pistes magnétiques worldwide, ça a mis du temps, quoi. Puis, et en fait, ta carte, tu la reçois. Alors peut-être qu'un jour ça va changer ça. C'est-à-dire que tu reçois ta carte et tu la dématérialises dans ton téléphone. Bon, mais donc les gens continueront à envoyer des cartes pour que tu puisses après la dématérialiser. Un jour, effectivement, ta banque t'enverra un QR code ou un token électronique que tu pourras injecter dans ton téléphone et payer avec ton téléphone. Ouais. Monsieur ? Oui, c'était une question un peu dans le même sens. Les pays qui ont une bonne couverture 4G, Pardon ? dans les pays où on a une bonne couverture 4G, il n'y a plus de TPE avec carte bleue. C'est-à-dire que les gens, le commerçant a un QR code, le client flash le QR code, il saisit le montant qu'il paye, et le commerçant sur son téléphone reçoit immédiatement une notification du montant qui vient d'être crédité sur son appli mobile. Donc même l'acteur bancaire et les TPE, actuellement en France, quand on prend de l'argent au distributeur, c'est gratuit. Dans beaucoup de pays étrangers, on paye au moins 6 € dès qu'on prend de l'argent liquide. Donc il y a beaucoup de pays où actuellement les paiements par carte bleue, même téléphone portable, c'est pas relié à la banque, c'est directement sur des applis, on flash le QR code du commerçant, donc ça va beaucoup baisser, je pense, le nombre de cartes à imprimer, quoi. C'est-à-dire que les cartes bleues, telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles risquent de disparaître. Tout sera fait par téléphone. Ouais, je pense que... Enfin, mais à quelle échéance ça revenez dans 50 ans. En France, il y a un frein moi, je ne sais pas. Actuellement, puisque les commerçants perdent un pourcentage du chiffre d'affaires. Ils louent le TPE. Sur chaque transaction, il y a un pourcentage pris par les banques, les grands acteurs bancaires. Ils prennent 2 à 3% du chiffre d'affaires. Mais les nouvelles solutions mobiles, le pourcentage est beaucoup plus faible. Et donc, dès que oui, mais faut ils veulent rentrer sur le marché. Hein. Oui, voilà. Donc ils veulent pousser les comment on appelle ça ? Ils veulent pousser les réseaux, enfin les réseaux de paiement, voilà. Mastercard et Visa. Il y a une couverture 4G sur tout le territoire. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire ? Donc vous allez garder vos cartes pour suivre les paiements, utiliser le téléphone. Oui, madame. Ah si, il y en a plein. Ouais. En fait, j'ai passé un peu vite, mais
Alors, en fait, on parle... je crois que c'est Europay qui parle. Voilà. Eurosmart, pardon. On peut parler de cartes, mais en fait, il faut plutôt parler de Secure Element. Et c'est un couple matériel et logiciel qui sont conçus ensemble pour gérer techniquement gérer des clés cryptographiques, mais en gros pour donner de la confiance. Et en fait, cet objet-là, ça peut se transformer et se mettre sous forme de carte, mais ça peut avoir toute autre sorte de forme. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans les cartes USB, les cartes micro USB. On peut le retrouver dans votre voiture, on peut le retrouver dans des objets où on va avoir besoin d'établir la confiance entre un point et un autre point. C'est pas obligatoirement. Alors, au-delà des applications que vous avez mentionnées, il y a aussi, on retrouve ça dans les passeports. Enfin, dans votre passeport ou votre carte d'identité, il y a une puce électronique qui est faite exactement comme ça. Très bien, il me reste deux micros, quelques minutes. Oui, allez, monsieur, en parlant bien dans le micro pour l'enregistrement, merci. Ouais. Oui, donc pour le musée de l'informatique qui serait créé en France, vous en êtes à quel niveau au niveau du projet? Puisque à Mountain View, il y a un musée de l'informatique, juste à côté de Google, à Mountain View, dans le sud de la Silicon Valley. Mountain View, excusez-moi, juste à côté du site de Google, il y a un musée dédié à l'informatique. Mais en France, effectivement, on n'en trouve pas encore. Alors, actuellement, il y a un collectif que j'ai le plaisir d'animer, qui réunit... Alors, vous pouvez retrouver ce collectif sur Internet en tapant muséinfo.cnam.fr. Je crois que je l'ai mis au début. Donc c'est un collectif dans lequel il y a des établissements publics comme le CNAM, l'INRIA et le CNRS. Ouais, c'est sur la dernière ligne. Il y a un certain nombre d'associations en France. Donc, je prends les plus grosses et je vais en oublier, mais je vous prie de m'excuser. Donc la Fédération des équipes bulles, la CONIT à Grenoble, qui sont des grosses associations qui ont des collections extraordinaires. On a le soutien du SIGREF et de Numéum, donc de l'écosystème du numérique. Actuellement, c'est relativement fortement poussé par mon administratrice et par la direction de INRIA. On rencontre les ministères, mais la question c'est de savoir si on est prêt à mettre 256 millions sur la table, parce que faire un musée de l'informatique distribué parce qu'on veut qu'il soit distribué, ça veut dire qu'il faut sortir un gros paquet de millions, et aujourd'hui sortir un gros paquet de millions, vous savez bien que c'est compliqué. Voilà. Alors, à Mountain View, c'est pas compliqué. Ils ont une fondation qui a levé 100 millions, qui rapporte 5 à 10 millions par an. Et tous les ans, ils ont 2 à 3 millions qui tombent des petites boîtes de la région qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires, et que si je vous dis leur nom, moi, on ne les connaît pas. Ah, ça existe. Ah oui, c'est eux qui font. C'est Acami, c'est eux qui font tous les tuyaux en dessous d'Internet. Ah ouais, ils font des milliards d'euros, des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ouais, ils donnent 100, 200, 300 000 euros, dollars tous les ans, quoi. Et on n'a pas cette dynamique-là, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais bon, là, on est dans une bonne dynamique. On arrive un petit peu à rencontrer les ministères, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et le numérique. Ça avance doucement. On est en France. En France, oui. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si le musée des télécoms à Lannion, et je ne sais pas si... Ouais, il doit bien y avoir des cartes, ouais.
Parce que les cartes, c'est plutôt des télécoms, c'est plutôt à Rennes ou à Caen. C'était moins à Lannion. Et effectivement, oui, s'il y avait un musée de l'informatique, il y aurait des télécoms dedans, il y aurait du silicium dedans. Parce que sans silicium, il n'y a pas d'informatique. Sans télécom aujourd'hui, sans informatique, il n'y a plus de télécom aujourd'hui. Enfin, mais c'est compliqué. Pardon. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de main levée. Il me reste, avant de remercier à nouveau Pierre, à vous annoncer la séance de la semaine prochaine. Donc à 18h la semaine prochaine, on accueillera Didier Roux, académicien, ancien grand directeur de la R&D, directeur de recherche au CNRS, c'est président de la Fondation Main à la Pâte. Et Didier Roux viendra nous proposer ce qu'il a intitulé une saga du numérique et qu'il a borné dans le temps avec 2 objets, la Pascaline, qui a déjà été mobilisée dans d'autres interventions de ce séminaire, et le LISA 2 d'Apple. Donc on couvrira une période de temps encore plus grande que celle qui a été abordée par Pierre. Merci infiniment pour la présentation, pour votre participation. À la semaine prochaine. Merci.